Euh, Merci Annie pour cette présentation. Donc je vais tout de suite commencer. Donc si jamais je regarde mon téléphone, ça n'est pas pour envoyer des textos, mais pour vérifier le timing. Dans cette communication, j'ai choisi plutôt de vous présenter une recherche qui est terminée et qui a été publiée dans la Revue française de socio-économie en 2015 et qui est terminée, mais je continue à travailler sur ce sujet et donc qui porte sur les dispositifs socio-fiscaux à destination des services féminisés à domicile. Donc c'est vrai que dans le cadre de JEDI, on a prévu avec Annie de faire des entretiens sur la mise en œuvre de l'APA au niveau territorial, mais j'ai préféré du coup parler de quelque chose qui est déjà publié. Donc les services féminisés à domicile, donc l'idée c'est de choisir une façon de les nommer qui ne reprennent pas les catégories de l'action publique, services aux personnes, puisque c'est des catégories qui sont très... qui sont le produit d'une histoire, de lutte aussi, donc c'est toujours difficile de trouver des catégories alternatives, donc j'ai choisi celle-là. On voit que au niveau, que ces services sont l'objet de régulation à un ensemble de niveaux qui sont variés, qui sont locaux. On voit que les départements, par exemple, aujourd'hui, sont ceux qui sont en charge de l'autorisation des services auprès des personnes âgées dépendantes. Il y a aussi des régulations au niveau national. Et donc, au niveau national, on peut, je les ai pas tous évidemment cités, mais on peut notamment mentionner 3 types d'instruments de financement de ces services féminisés à domicile, qui sont d'un côté les dépenses directes, qui sont par exemple en France aujourd'hui l'APA, l'allocation personnalisée pour l'autonomie. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder des dépenses fiscales qui sont importantes, qui passent par des réductions d'impôts qui existent depuis longtemps en France et qui ont été augmentées ces dernières années. Puis il y a aussi tout un ensemble de diminutions de cotisations sociales. Par ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a aussi des régulations au niveau européen. Donc, par exemple, depuis 1993, la Commission s'intéresse à ces services de proximité qui sont considérés comme des gisements d'emploi. Et en même temps, la Commission européenne régule aussi, participe à la régulation de ce domaine, notamment à travers la TVA, qui est très importante pour les entreprises. Et puis, au niveau international aussi, on a des formes de régulation avec, par exemple, la convention de l'OIT qui a été signée en 2011 et qui donne lieu à des mobilisations qui peuvent être différentes d'un pays à l'autre, mais dans certains pays, elles ont été très importantes sur la ratification de cette convention de l'OIT sur les domestic workers. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous parler du niveau national et je voudrais en particulier me focaliser sur ces dépenses fiscales et ces diminutions de cotisations sociales que j'appelle ici les dispositifs socio-fiscaux destinés donc à ces services féminisés à domicile. Et plus précisément, une des questions que je voudrais poser, c'est de savoir dans quelle mesure ces dispositifs qui sont donc des instruments de politique publique, quelles sont les visions du monde social qu'ils ont été amenés à porter, quelles visions ils véhiculent et plus précisément encore, s'interroger pour savoir aussi quelle représentation d'inégalités de différents groupes sociaux ces instruments peuvent-ils véhiculer. Et donc, on peut être amené à se demander donc comment les acteurs qui ont utilisé ces instruments dans l'histoire depuis les années, de manière importante depuis les années 80, comment sont-ils amenés aussi à prendre en compte les différentes inégalités qui peuvent concerner les groupes concernés par le travail domestique et de services à domicile.
Et donc évidemment, l'idée c'est pas de regarder des représentations qui se baladeraient dans l'espace politique et d'être bien conscient qu'il y a des acteurs qui les portent, qui sont des acteurs politiques, administratifs et même aussi parfois des groupes d'intérêt. Et par ailleurs, on s'aperçoit que dans ce domaine interviennent donc des inégalités qui peuvent avoir des formes différentes et qui peuvent concerner des populations différentes, qui peuvent être à la fois les bénéficiaires des services et donc les personnes qui reçoivent les services à domicile, mais aussi les populations qui produisent ces services. Et par ailleurs, donc on voit qu'il y a deux groupes qui peuvent être concernés. Et puis par ailleurs, on voit qu'il y a plusieurs types d'inégalités aussi qui peuvent être en jeu. Donc évidemment, aujourd'hui, on va parler toute la journée des inégalités relatives au genre, donc c'est-à-dire à des ensembles de différences hommes-femmes qui ne sont pas liées à la biologie, mais qui renvoient à des constructions sociales. Mais il y a aussi des inégalités de classe. Donc là, je prends la classe au sens weberien, comme les chances typiques dans un régime économique donné de disposer ou ne pas disposer de certains biens et services. Et puis, il y a aussi des inégalités de race, au sens évidemment des sciences sociales, c'est-à-dire la race comme tout ce qui renvoie à des formes d'altérité, de stéréotypes. Donc la race, évidemment, ne renvoyant pas à une catégorie naturelle, mais à des processus sociaux qui président à la racialisation des individus et au racisme. Alors, pour comprendre les cadres cognitifs et normatifs qui sont associés à ces instruments socio-fiscaux à destination des services féminisés à domicile, on pourrait, une des premières choses qu'on pourrait penser, c'est oui, finalement, ces cadres cognitifs et normatifs, ils correspondent aux valeurs dominantes dans la société de manière générale. On peut penser qu'ils sont le produit de rapports de force entre des groupes qui se mobilisent et qui sont éventuellement en conflit pour leur développement. Mais on peut aussi développer l'hypothèse que finalement ces cadres cognitifs et normatifs sont aussi dépendants de l'instrument de politique lui-même qui est développé. Et en fait, c'est sur cette troisième hypothèse que je voudrais, essayer de mettre à l'épreuve ici aujourd'hui. Et en fait, qui est une hypothèse que, peut-être certains d'entre vous qui sont politistes voient à quoi ça fait référence, mais ça renvoie à un ensemble de travaux en sciences politiques qui ont été développés depuis les années 90, donc avec Christopher, déjà en 83 Christopher Wood, mais aussi Howlett et en France donc Lascoum et Le Gallès, qui ont parlé du fait de la place des instruments, du choix des instruments dans la construction des politiques publiques, et des auteurs qui soulignent que les instruments de politique publique ne sont pas neutres et que parfois il peut y avoir de très nombreux cas dans lesquels il pourrait y avoir apparemment plusieurs instruments de politique publique possibles pour atteindre un même objectif. Mais en fait, ce que ces auteurs soulignent, c'est que choisir un instrument plutôt qu'un autre ne va pas avoir la même conséquence dans la réalité, puisque ce ne sont pas les mêmes acteurs qui participent aux discussions autour de cet instrument. On s'aperçoit que c'est pas les mêmes acteurs qui participent à l'élaboration du contenu qui sera donné à ces instruments. Ce sont pas les mêmes règles d'adoption selon que, par exemple, on est dans de la dépense directe ou qu'on est dans de la dépense fiscale. On s'aperçoit que les dépenses fiscales, par exemple, sont souvent adoptées au moment du projet de loi de finances, qui du coup inclut un très grand nombre de dispositifs. C'est perdu dans un ensemble très complexe, très vaste. C'est souvent assez peu compréhensible. Et même donc quand on regarde comment ces dispositifs sont adoptés, on s'aperçoit que très souvent il y a donc il y a un petit article qui va concerner par exemple les services aux personnes, qui va pas donner lieu à beaucoup de discussions, alors que quand on a des lois qui concernent les dépenses directes, là il y a des discussions qui durent des semaines, qui mobilisent aussi les médias. Donc on s'aperçoit que les procédures d'adoption sont pas les mêmes, les acteurs sont pas les mêmes,
Et du coup, les rites d'institution aussi qui vont qui vont être déployés au moment de la mise en œuvre seront pas aussi les mêmes parce que ça sera pas non plus les mêmes administrations en charge de ces dispositifs. Et en fait, ce que souligne aussi cette littérature, c'est que finalement, les instruments de politique publique sont aussi porteurs de vision, de façon de considérer les populations cibles, les instruments de politique publique sont aussi porteurs de cadres cognitifs et normatifs. Et ce qui est aussi particulièrement intéressant, c'est que sur ces dispositifs socio-fiscaux, il y a aussi une grande littérature qui s'est développée et sur la question aussi fiscale en général, qui s'est développée à la fois à l'international et en France. Donc on a en France Nicolas Delalande, Alexis Spire, mais aussi aux États-Unis, donc Christopher Howard, Jacob Acker, Suzanne Mettler, donc des auteurs qui mettent en avant les spécificités des instruments fiscaux et aussi la spécificité des dépenses fiscales en particulier. Et donc, quand on revient à ces services féminisés à domicile, on s'aperçoit que voilà, il y aurait pu avoir, il y a encore plusieurs options possibles, à la fois subventionner directement les organismes pourvoyeurs de services, mais aussi, mais on s'aperçoit que ont aussi été développés ces instruments socio-fiscaux, et donc ce que je vais essayer d'interroger ici, c'est de savoir si finalement ces instruments socio-fiscaux ont, oui ou non, contribué à définir le champ des possibles, du dissible, dans les évolutions de ces instruments, et est-ce qu'on peut identifier des formes de dépendance à l'instrument qui sont pourtant mises en avant dans la littérature nationale et internationale. Est-ce que donc on peut voir une façon d'imposer la façon de concevoir les problèmes sociaux à travers ces instruments. Et en particulier, donc on va essayer de s'intéresser à la façon dont ces instruments peuvent aussi cadrer la façon de penser les inégalités. Alors, quelques éléments de cadrage empirique, même si je sais que certains d'entre vous connaissent ce secteur, d'autres peut-être un peu moins. Donc, en fait, ici, je vous ai mis j'ai repris un tableau du rapport de la Cour des comptes de 2014, dans lequel donc sont listés tous les dispositifs socio-fiscaux à destination de ces services féminisés à domicile. Et donc, ce qui nous intéressera particulièrement, c'est l'article 199 sex D6 du Code des impôts, qui correspond à la réduction d'impôts à hauteur de 50% des dépenses jusqu'à un certain plafond, et donc je vais vous en parler plus en détail après, sachant que ces dispositifs ont un coût qui est important et qui a été chiffré par la Cour des comptes, donc qui est de 1 milliard 380 millions en 2012 uniquement pour cet article 199 sex D6, et donc vous voyez que le total des mesures fiscales et des niches sociales à destination de ces services à domicile est à hauteur de un peu plus de 6 milliards, ce qui est plus que l'APA à domicile, donc ce qui est énorme. Et donc, on s'aperçoit. Donc là, on a un autre tableau aussi issu de la cour du rapport de la Cour des comptes, où on voit que ces dispositifs socio-fiscaux ont continué d'augmenter, alors même que on était dans une situation de plutôt retrenchment, de retrait, où il y avait d'autres dispositifs qui étaient au même moment réduits, et pourtant, dans ce domaine, on a continué à avoir des augmentations. Alors, en fait, pour vous donner une vision, je reviendrai plus en détail là-dessus sur l'évolution du plafond de la réduction d'impôts sur les services aux personnes, donc
qui existait déjà avant 1991, mais qui a beaucoup augmenté et qui a été élargi en 91, on s'aperçoit que à l'exception d'une diminution donc sous le gouvernement Jospin, le plafond a toujours continué d'augmenter. Donc on a toujours une augmentation de ce plafond avec des, enfin là j'ai même pas tout représenté, des spécificités pour certains services et aussi avec des conditions qui rendent le dispositif aussi toujours plus complexe. Et en même temps, on s'aperçoit aussi que cette dépense fiscale est aussi répartie de manière très inégale dans la population, puisque on s'aperçoit que les 10% de la population les plus riches consomment plus de 40% de cette dépense fiscale et les 50% les moins riches consomment moins de 10% de cette dépense fiscale. Donc on s'aperçoit que finalement cette dépense fiscale, elle est utilisée de manière, enfin si on regarde la manière dont elle est répartie, elle est plutôt anti-redistributive pour les bénéficiaires de la dépense fiscale. Et puis quelques chiffres aussi concernant les emplois. On voit que donc on a eu une légère diminution des personnes qui sont directement employées par des particuliers depuis les années 2012, mais et on a aussi une augmentation des organismes, des personnes employées par des organismes prestataires, avec une arrivée des entreprises, enfin une progression des entreprises dans le secteur, et donc évidemment aussi d'un secteur qui correspond à un nombre de personnes employées aussi très important. Donc par exemple avec en 2013 plus d'1,8 million personnes qui sont déclarées comme travaillant dans le secteur, mais avec du turnover très important, des emplois à temps partiel, et 95% de femmes qui travaillent enfin qui sont employées, donc un secteur pratiquement essentiellement féminisé, et puis aussi avec une surreprésentation des personnes racialisées, avec un distinguo peut-être à opérer entre les grandes métropoles et les petites villes et les campagnes. Alors si on essaye à ce stade-là de faire juste un petit constat général avant d'entrer plus dans le détail, on s'aperçoit que donc finalement cette dépense fiscale donc sur l'impôt sur le revenu, mis à part sous Jospin, n'a cessé d'augmenter depuis la création, et ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, pour ces instruments, on retrouve ce que d'autres auteurs ont aussi pu souligner pour d'autres politiques, c'est que finalement, il y a assez peu, donc à l'exception de cet épisode de Jospin, il y a assez peu de clivage gauche-droite qui permet de rendre compte de l'évolution. Et beaucoup de des changements de ces dispositifs sont passés par des petites modifications. Donc c'est vraiment des politiques, des petits pas, avec des évolutions qui étaient très souvent, qui n'étaient pas toujours très visibles. Et jusqu'au plan Borloo en 2005, c'était des dispositifs qui étaient très peu évalués, donc sur lesquels il y avait assez peu de travaux d'évaluation menés par les administrations centrales. Et puis donc, comme je l'ai dit, on voit que c'est des dispositifs qui ont plutôt des bénéfices regroupés, avec 13% de la population qui bénéficie de la dépense fiscale, et des coûts dispersés, puisque les coûts dispersés, ce sont
le manque à gagner pour les recettes de l'État qui du coup concernent l'ensemble de la population. Alors, comment se sont agrégés des discours sur les inégalités autour de ces instruments? Donc, c'est là le cœur de ce que je voudrais dire aujourd'hui. Alors, ici, j'ai procédé dans l'article et puis aussi dans les différents, dans les recherches qu'on menait à l'écriture de cet article, à plutôt ce qu'on appelle une méthode par process tracing, c'est-à-dire qui consiste à suivre le développement d'un processus en utilisant des matériaux très divers. Donc, ce que je vais présenter là maintenant, c'est surtout, je m'appuie surtout sur plutôt sur des sources écrites, même si depuis 2004, j'ai fait un très grand nombre d'entretiens, donc essentiellement au niveau national, avec les acteurs politiques, administratifs et les groupes d'intérêt en charge de ces politiques. Et donc ces sources écrites, elles peuvent être donc j'ai regardé à la fois les débats parlementaires, les rapports administratifs et les articles de presse généralistes. Alors du coup, quand on utilise cette modèle de process tracing, on s'aperçoit qu'on peut différencier plusieurs séquences dans le développement de ces instruments. Et je voudrais ici mettre en avant 6 séquences. Je vais essayer d'aller... Pardon ? Oui, voilà. Donc, en m'interrogeant sur la façon à travers laquelle donc, les inégalités étaient pensées dans chacune de ces séquences autour de ces instruments. Et donc, on commence en 1948, puisque c'est en 1948 que les premières exonérations de cotisations sociales sont adoptées dans une loi donc, qui concerne les personnes âgées ayant recours à l'emploi d'une tierce personne. Et on s'aperçoit que à ce moment-là, donc ces dispositifs de diminution de cotisation sociale sont vraiment pensés comme l'idée d'aider des populations fragiles, qui étaient les personnes âgées. Et puis après, dans les années 70, seront aussi inclus les parents d'enfants, les parents isolés d'enfants. Et puis, alors, sur les personnes âgées, ensuite, en 54, ça sera aussi étendu aux bénéficiaires de l'aide sociale. Et en fait, ces diminutions de cotisations sociales seront couplées dans les années 60 à des diminutions d'impôts spécifiques pour les personnes âgées, et en 72 aussi pour une déduction du revenu imposable, donc pour les veuves célibataires divorcés, sera aussi introduite sous condition de ressources. Donc l'idée, c'est là de vraiment mettre en place des dispositifs qui visent des personnes fragiles, et ce qu'on voit dans les textes qui sont adoptés, alors à chaque fois j'essaie de mettre juste un extrait, mais on voit que l'idée c'est, à cette période-là, c'est d'utiliser ces instruments socio-fiscaux à destination de personnes fragiles. Et les choses commencent à changer dans les années 80, puisque à partir de ce moment-là, les diminutions de cotisations sociales et d'impôts ne seront plus vont être soumises uniquement à des conditions d'âge, donc comme par exemple le fait de dépasser l'âge de 70 ans. Et puis c'est aussi dans ces années 80 qu'une allocation de garde d'enfants à domicile, l'AGED, est mise en place. Et des controverses alors, donc ces deux mesures, enfin à la fois pour les personnes âgées avec donc des réductions de cotisations sociales et des diminutions d'impôts, sont pensées ensemble, on le voit dans les débats parlementaires, et donc à ce moment-là des controverses
émerge autour de l'idée que ces dispositifs vont profiter aux plus aisés. Et donc la droite qui à l'époque porte ces dispositifs, met en avant à la fois donc l'idée de libre choix pour l'AGED, l'idée que la garde d'enfants à domicile, ça permet de ne pas être obligé de mettre son enfant en crèche, que ça permet aussi de développer des gardes d'enfants individualisées à domicile, mais aussi l'idée que ça fera sortir les emplois de l'économie souterraine. Et donc il y a aussi, en même temps la ministre qui porte ces réformes est tout à fait consciente que ça profitera plutôt pour les bénéficiaires aux ménages de revenus moyens ou supérieurs, ce que critique la gauche. Alors je vais pas vous lire les citations, mais par exemple on peut prendre une réponse de Jean-Michel Bélorgey, qui est député PS de l'Allier, qui dit voilà, au moment où on met un plan pauvreté qui mobilise à peine 200 millions de francs, vous allez distribuer, grâce à ce seul projet de loi et au seul titre de l'allocation de garde, 1,4 million de francs aux cadres. Donc il y a cette controverse autour des inégalités qui concernent les bénéficiaires. Mais les dispositifs sont tout de même adoptés. Et en 1991... donc je passe assez vite. Oui, alors peut-être aussi une modification qui est importante et qui passe assez inaperçue. En 1988, donc quand la gauche revient au pouvoir, la déduction du revenu imposable est remplacée par une réduction. Ça n'est pas beaucoup discuté, c'est plutôt vu comme quelque chose d'équitable, parce que du coup, quand c'est une réduction et que c'est pas quelque chose qu'on déduit de l'impôt qu'on déclare, du coup la réduction est la même pour tous ceux qui payent de l'impôt, évidemment. Donc on voit aussi que ça reste un dispositif qui est encore très inégalitaire, puisque les personnes qui ne payent pas d'impôt ne peuvent pas bénéficier de cette réduction. Et à la fin des années 80, le Commissariat général du plan commence à systématiser les usages possibles des dispositifs socio-fiscaux et met en avant le fait que les services de proximité ne sont pas solvables au prix du marché, et donc il faut les soutenir d'une façon ou d'une autre, et que précisément les instruments socio-fiscaux sont une bonne façon de soutenir ces emplois, et ce qui permet donc, selon eux, de répondre à de nouveaux besoins, de faire baisser les chiffres du chômage en augmentant la population en emploi et en faisant sortir des emplois de l'économie souterraine. Les choses changent beaucoup en 1991 dans la loi de finances rectificative de 1991, dite loi sur les emplois familiaux, puisque c'est à ce moment-là que ces dispositifs socio-fiscaux vont être étendus à tous les ménages. Donc c'est plus seulement les personnes âgées, les ménages qui ont des enfants à garder. Donc là, on a l'ensemble de la population française qui peut bénéficier de ces réductions d'impôts à partir du moment où elle paye soit un salarié en emploi direct, soit si elle fait appel à une association de services de proximité. Cette réduction d'impôts qui est plafonnée et à hauteur de 50%. Donc ce qui à l'époque donc est plafonné à 25 000 francs. Mais en même temps, on voit que c'est des dispositifs qui sont assortis de l'obligation de prouver qu'il y a bien des personnes qui sont employées derrière. Donc il y a une incitation à la déclaration qui est très forte. Et on s'aperçoit quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays que c'est une des raisons pour lesquelles l'emploi au noir en France est moins important que dans un certain nombre d'autres pays. Et puis dans la foulée, le chèque emploi-service est mis en place sous la droite pour faciliter les tâches administratives dans l'emploi direct. Et puis la réduction d'impôt sera aussi accessible aux entreprises à partir de 1996. Donc en 1991, certains députés de la majorité critique le texte, mais ce texte sur les emplois familiaux va quand même pourtant être adopté.
Et donc là, je vous ai mis la citation d'un député PS qui met en avant justement les risques au regard de la justice fiscale et qui met en avant le fait que finalement ça va bénéficier à des ménages fortunés, mais le texte est pourtant adopté. Et donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on voit qu'il y a une espèce de coalition interclasse qui se met en place, parce que à la fois il y a la conscience que ces dispositifs bénéficient essentiellement aux classes moyennes et supérieures qui ont des impôts à déclarer. Mais en même temps, il y a cette idée que ça permet de faire sortir de l'emploi de l'économie souterraine. Et donc, à partir de ce moment-là, ça va être extrêmement... toute forme de tentative de réduction de ces dispositifs fiscaux sont rendues difficiles. Donc après, comme je le disais tout à l'heure, sous Balladur, dans les années 90, on voit des petites augmentations du plafond qui sont pas discutées. Et on arrive en 97 où là, justement précisément parce qu'il y avait quand même tout ce discours sur les inégalités entre les bénéficiaires, Lionel Jospin essaie d'introduire des diminutions, mais qui vont être extrêmement critiquées. Donc c'est un moment où là, ces dispositifs socio-fiscaux sortent de l'ombre et on voit dans les articles de la presse généraliste, dans Elle, dans Le Figaro Magazine, des lettres ouvertes défendant les emplois familiaux, au nom du féminisme et de l'égalité des sexes. Et donc des témoignages apparaissent dans les journaux de Jeanne et Christophe qui ont 2 enfants et qui annoncent que Jeanne sera obligée de s'arrêter de travailler si jamais les réductions sont mises en place. Dans Le Figaro, Henri Amouroux dit « Comment rechercher l'égalité entre les hommes et les femmes et dans le même temps prendre une mesure sexiste qui se retournera contre les femmes qui travaillent et ont besoin de se faire aider, surtout lorsqu'elles ont des enfants jeunes et moins jeunes ». Et donc c'est à ce moment-là que finalement des arguments au nom du féminisme apparaissent dans le débat. Et l'argument donc de retour au foyer de femmes actives avec ces réductions sont avancées. Et puis en même temps, les syndicats, donc notamment la CFTC, la CFDT, participent à ces mobilisations et apportent même des chiffres sur le nombre d'emplois qui seraient supprimés si les dépenses socio-fiscales étaient adoptées. Et donc, finalement, la mobilisation atteint les députés de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée, qui hésite à suivre le gouvernement, et Martine Aubry va essayer de trouver une solution de conciliation avec les députés autour de l'AGED, puisque finalement, une majoration de l'AGED sera adoptée sous condition de ressources et finalement le plafond des dépenses fiscales est diminué, mais il n'est pas touché à la réduction de 50% qui reste importante. À la même époque, il y a des travaux qui sont menés, mais qui restent dans des espaces confinés sur l'origine de ces personnes qui travaillent dans les services aux personnes. Et à ce moment-là, il est déjà, notamment dans un contrat emploi prospectif, il est connu qu'il y a davantage de personnes qui sont nées à l'étranger que dans les autres secteurs de la société. Mais cette question n'apparaît pas dans le débat public. Si on regarde ensuite la période 2002-2010, je vais aller très vite. Donc la période, donc le moment vraiment où ces dispositifs socio-fiscaux sortent de l'invisibilité de manière très importante, c'est au moment du plan Borloo. En 2005, Jean-Louis Borloo va sur les plateaux de télévision annonçant qu'il va créer 500 000 emplois. Et c'est la première fois aussi où il y a véritablement une tentative de coordonner ces instruments socio-fiscaux avec d'autres types d'instruments. Il y a aussi des déclarations sur le fait que le ministre va essayer de booster les négociations collectives pour arriver à l'extension d'accords que les partenaires sociaux sur lesquels ils sont parvenus pas au même moment. Et donc à ce moment-là, on a aussi un discours sur la professionnalisation des emplois qui apparaît, et on voit que finalement, pour aller plus loin
autour de l'utilisation de ces instruments socio-fiscaux, eh bien, le ministre et la haute administration a conscience qu'il faut un discours qui concerne aussi les emplois qui se trouvent derrière. Et donc à ce moment-là, en 2005, la liste des services à la personne pouvant être vendus par des organismes et prestataires et donc donnant lieu à la réduction d'impôts va être augmentée va être étendue. Donc de plus en plus de services sont concernés dans un décret de décembre 2005 et la politique d'accès au marché change. Mais là aussi, on sent que l'ensemble des tout le monde n'est pas convaincu par ce discours autour de la professionnalisation. Donc quand on regarde les débats à l'Assemblée, les débats dans la commission des affaires sociales de l'Assemblée, on entend des voix, des voix critiques qui mettent en avant le fait que ce sera peut-être des emplois précaires, des emplois à temps partiel qui seront créés avec ce plan. Et enfin, donc dernière séquence, la séquence, alors je l'ai fait commencer en 2010, on pourrait peut-être la commencer aussi un peu avant. Les niches socio-fiscales en général deviennent un sujet de préoccupation au niveau national à partir de 2007 et donc avec aussi dans la lignée du plan Berlin, mais avec des évaluations qui sont menées de façon systématique. Et certains dispositifs socio-fiscaux pour les services à domicile, féminisés à domicile vont être supprimés, mais en même temps seront compensés. C'est ça qui est intéressant. Donc il y a une suppression de l'abattement à 15% des cotisations sociales, mais qui sera compensée pour l'emploi direct par une diminution de cotisation qui va monter jusqu'à 2 €. En même temps, au même moment, on s'aperçoit que le discours sur les inégalités qui concerne les bénéficiaires, ce discours qui continue, dont on voit qu'il a ses origines assez loin dans l'histoire, va avoir des effets et va conduire à ce que les réductions d'impôts soient transformées en crédit d'impôt. Donc crédit d'impôt d'abord ouvert seulement aux personnes actives et depuis 2017 ouvert aussi aux personnes inactives. Donc en termes de dépenses publiques, on voit que ça va avoir des effets assez importants. Et alors même que la Cour des comptes, en 2014, ce qui sera aussi en partie repris dans un rapport parlementaire de Pinville-Poletti aussi en 2014, on voit qu'il y a des discours autour de l'idée qu'il faudrait plutôt cibler ces dispositifs socio-fiscaux sur les personnes qui en ont le plus besoin et qui sont, par exemple, les personnes âgées ou les familles avec enfants. En fait, ce discours autour de l'idée d'un ciblage ne va pas prendre et donc on a toujours une augmentation, une croissance de ces dispositifs et on voit bien que l'argument qui consiste à dire si jamais on les supprime, ça va passer à l'emploi au noir et il va y avoir de l'emploi non déclaré, a une force extrêmement puissante qui rend toute réduction extrêmement difficile. Et donc à ce moment-là, on a aussi une production d'expertise, alors je vais pas développer là-dessus, extrêmement forte aussi, qui est produite par les organisations patronales actives dans ce secteur. Donc notamment on a une fédération des entreprises de services à la personne qui paye des cabinets d'études pour essayer de chiffrer par exemple les effets qu'aurait toute tentative de réduction et donc il y a des cabinets d'audit qui sont mobilisés pour aussi montrer à quel point finalement ces dispositifs permettent de faire des économies par rapport au fait de payer des allocations chômage. Donc arrivé au terme de cette intervention, donc finalement est-ce que j'arrive à démontrer ce que j'ai annoncé il me semble quand même que le fait l'instrument qui a été développé, dont je vous ai parlé ici, un instrument socio-fiscal, a contribué beaucoup à concentrer les controverses autour des inégalités qui touchaient les bénéficiaires. Et on voit que finalement, à travers ces instruments aussi, les pouvoirs publics perdent un contrôle de l'offre, puisque ce qui
qui est finalement encouragé, c'est la demande. Mais finalement, on voit qu'à un certain moment, pour continuer à croître, il n'était pas possible de continuer sans prendre en compte les emplois qui sont derrière. Et on voit aussi que l'argument, évidemment, de sortir de l'économie souterraine, ces emplois, a aussi joué, mais s'est transformé en tout un discours sur la professionnalisation, etc., à partir des années 2000. Mais donc, il me semble, malgré tout, que ces dispositifs, donc, qui sont des dispositifs qui se sont développés en parallèle, donc ce qu'on appelle en sciences politiques du layering, en parallèle d'allocations directes, comme l'APA, ont quand même des logiques spécifiques, ont été très invisibles jusqu'en 2005. Et c'est au moment où, précisément, il est prévu de les articuler avec d'autres instruments, d'aller encore plus loin, que finalement, d'autres inégalités que les inégalités concernant les bénéficiaires sont débattues, et ce qui va conduire à un ensemble de changements dont je vous ai parlé. Voilà.